Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des pensées qui me sont venues à la suite de l'écriture et de la publication de mon livre « Les souffrances de Pinocchio, PMA et transmission ». Vous le savez, la psychanalyse à son origine ne s'est pas précisément occupée de l'enfantement. Ce sont des problématiques qui sont arrivées très très récemment dans notre culture, probablement du fait de la diminution de la mortalité infantile et de la mortalité des femmes en couche. Donc, aussi bien Jung que Freud, Jung, de son côté, s'est beaucoup occupé et a beaucoup utilisé les concepts de fécondité dans le cadre symbolique de l'appareil psychique et du fonctionnement de la psyché dans le projet d'individuation du sujet. De son côté, Freud, on le sait, s'est énormément occupé de la question de la sexualité dans une optique beaucoup plus incestueuse sur le plan fantasmatique que dans la réalisation d'un projet d'enfant. Il est intéressant, par exemple, de voir que dans la correspondance entre Freud et Jung, Freud demande à Jung, mais que font les enfants de 4 ans? Est-ce qu'ils sont déjà capables de connaître des choses à propos du corps, de la mère, etc. Et il ajoute qu'il n'a absolument pas le temps de s'occuper de savoir ce que font ses propres enfants dans la nurserie, parce qu'il est trop investi dans le travail avec ses patients. De son côté, Jung écrit Conflit de l'âme enfantine à la même période de cette période d'amitié avec Freud, où il observe sa fille qui fantasme à propos de la grossesse de la maman, donc de Madame Jung, et Jung n'est pas du tout sensible ni occupé par la vie intérieure et psychique de sa femme, mais au contraire celle de sa petite fille. Donc on voit bien que 2 siècles plus tard, l'émergence de la procréation médicalement assistée va nous obliger, nous les psychanalystes, à penser quelque chose qui n'a pas été pensé par nos prédécesseurs et qui va nous interroger sur des thèmes que je voudrais évoquer ce soir, en particulier la question du désir d'enfant et de son éclosion et de sa formulation, la question de la narrativité, qu'est-ce qu'on raconte à l'enfant à propos de son origine et de son histoire, et la question du temps dans le contexte de la procréation médicalement assistée. Alors je crois qu'il est intéressant et important de resituer les conditions dans lesquelles j'ai réuni tout ce matériel et ont éclos en moi aussi toutes ces pensées, à savoir une pratique parisienne, dans l'espace de temps entre les années 2000 et 2015, au cours desquels j'ai reçu des femmes en demande d'enfants alors que les procédures médicales avaient échoué, et des enfants plus ou moins jeunes. Le plus jeune que j'ai reçu devait avoir 4 ou 5 ans, et des enfants de différents âges jusqu'à l'adolescence qui étaient nés de procréation médicalement assistée, avec des conditions un petit peu particulières qui sont celles de la cryocongélation. Et je crois qu'il est important de noter la différence entre des fécondations in vitro, j'ai envie de dire de base, et les procédures de la cryocongélation qui introduisent une temporalité extrêmement longue qui peut s'étaler jusqu'à 5 ans, puisque les sécos ont le droit de conserver les zygotes cryocongelés pendant 5 ans. Donc ce champ de travail et ce champ d'observation a fait naître en moi un certain nombre de remarques et d'observations précisément. En particulier, la première, c'est le glissement sémantique qui s'opère depuis la formulation du désir d'enfant jusqu'à la formulation de l'exigence de conception. Alors, plutôt que procréation, j'aime bien ce mot de conception, parce qu'il nous dit 2 choses. Il nous dit la conception physiologique de l'embryon, et puis il nous dit en même temps tout le travail psychique qui se passe dans cette histoire. Et nous, en tant qu'analystes dans cette atmosphère-là, je crois que c'est important de se poser la question aussi de comment ça se
conçoit à l'intérieur de nous dans des histoires qui ont cette dimension de surprise et d'inattendu. Peut-être simplement, je rappelle que j'avais 20 ans au moment de l'émergence de la pilule, j'en avais 20 de plus quand Amandine est née, et j'en avais 20 de plus quand des jeunes enfants et des patients sont arrivés dans mon cabinet avec ces problématiques. Donc je crois qu'il est important aussi de se remettre un peu dans le bouleversement et les modifications dans les représentations que les femmes en général, pas spécialement liées à la procréation médicalement assistée, mais peuvent avoir de l'image de leur corps, de leur sexualité des événements liés, des événements psychiques liés à la conception des enfants qui ont été quand même énormément bouleversés dans ces dernières années. Donc je crois que c'est intéressant de se dire que ce glissement fantasmatique que j'ai pu observer, qui passe du désir d'enfant à un désir de conception, qui va jusqu'à une volonté, une espèce de forcing du côté de l'idée de conception, a fait émerger aussi quelque chose de très nouveau, c'est le droit à l'enfant. J'ai entendu des femmes dans mon cabinet formuler de manière désespérée et rageuse, j'y ai droit moi aussi, alors que bien avant toutes ces modifications liées à la contraception et à la conception, les choses ne pouvaient pas se dire évidemment de cette manière-là, d'une manière aussi puissante. Donc c'est intéressant de penser que le discours que les femmes vont, et les mères et les parents vont élaborer dans ces périodes de désir d'enfant et de désir de conception, va construire à l'intérieur de leur vie psychique un discours qui a une coloration qui va rebondir, qui va être transmise d'une manière ou d'une autre à l'enfant. Alors, c'est vrai que dans ma pratique, j'ai été assez étonnée d'abord, voire choquée, d'entendre des enfants, même très jeunes, formuler des notions à propos de leur histoire de vie qui avaient à voir avec un vocabulaire de biotechnologie, un vocabulaire d'adulte, je dirais d'adulte, et surtout un vocabulaire qui n'avait pas de résonance fantasmatique autre que des dimensions objectives, de la douleur, de la froideur, et surtout une obligation de résultat dont ils étaient évidemment issus. Alors, on ne peut pas s'empêcher de se demander, et pour l'enfant et pour les parents, quel écho cette focalisation sur la procédure à côté de ce qui va venir manquer, à savoir ce que j'appelle la fantasmatique poétique, qui peut être délicieusement charmante, qui peut être horriblement angoissante, qui peut être ambivalente, mais qui pose justement une ambivalence nécessaire, alors que quand on est engagé dans la procréation médicalement assistée, c'est tout ou rien, on ne peut pas faire marche arrière, ou bien on s'arrête, ou bien on continue. Donc il n'y a plus de place pour l'ambivalence naturelle qui est liée à une grossesse naturelle. Donc l'enfant va être imprégné de ces dimensions. Je les ai entendus me raconter, j'ai entendu les parents me raconter l'histoire de la conception de cet enfant avec deux signifiants majeurs qui se sont retrouvés à plusieurs reprises dans le discours des parents et que j'ai entendu aussi dans des émissions de télévision, dans des émissions de radio. Bref, ce sont c'est le vocabulaire de la procréation médicalement assistée. Ces deux concepts sont d'une part le parcours du combattant et d'autre part l'enfant du miracle. Alors, arrêtons-nous un instant sur le parcours du combattant. Lorsque l'enfant est investi d'avoir été le résultat victorieux d'un parcours du combattant, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il sait? Il sait qu'il y a eu énormément de souffrance. Il sait ce que c'est que les parcours du combattant. Il passe son temps à faire des parcours du combattant avec ses Playmobil, avec les mangas qu'il voit à la télévision sur Gulli, etc. Donc il sait que dans les parcours du combattant, il y a un perdant et un gagnant. C'est rare qu'on réussisse à faire un compromis pacifique.
Donc, il sait qu'il est l'objet de cette violence, de cette douleur, de cette difficulté. Et en même temps, on lui dit qu'il est un enfant merveilleux à travers l'enfant du miracle. Donc, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de désincarné, qui passe par bien d'autres choses que la fantasmatique de ce que la psychanalyse a mis au jour, de la fantasmatique sexuelle de la conception d'un enfant, les fantasmes oraux, la naissance par le nombril, par l'oreille, par la bouche, etc. L'enfant est confronté à quelque chose d'un mystère de sa naissance miraculeuse qui le prive de l'ancrage sensuel, sensoriel et incarné de la relation sexuelle de ses parents. Donc, qu'est-ce que ça va donner du côté des enfants? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont des problématiques psychiques et des pathologies particulières? Je ne dirais pas ça. Je dirais seulement que leur histoire et leur identité est teintée de quelque chose qui a besoin d'être élucidé et d'être élucidé dans le sens d'une réincarnation, d'une renaissance. Et ceux que j'ai eus en thérapie m'ont donné la possibilité de vivre quelque chose de cette expérience avec eux. Alors, une question qui est très intéressante à propos des thérapies de ces aussi bien adultes qu'enfants, c'est la position de l'analyste que je suis. Cette position, elle est d'abord, dans un premier temps, je dois dire que j'ai été très troublée d'entendre ces témoignages. J'ai été choquée. J'ai été frappée de quelque chose qui ne s'était jamais représenté en moi. Et j'ai réussi, ou j'ai été obligée de me dire que je vivais la même expérience que ces familles avaient eu à vivre. Et que c'était aussi choquant et aussi troublant pour eux, et bien plus encore puisqu'ils étaient les partenaires actifs de cette démarche, alors que moi je n'en étais que le témoin, je ne dirais pas passif, mais le témoin extérieur en tous les cas. Donc je crois que c'est intéressant de se dire que la surprise provoque chez tout être, et bien sûr aussi chez l'analyste, quelque chose, des réactions de défense qui peuvent avoir à faire avec du déni, avec une forme de surdité, une sensation de malaise et de mal-être qui, s'il n'est pas suffisamment identifié, peut conduire à la mise en place de défenses de type paranoïaque. On sait très bien comment, même chez les analystes les plus humains, ces inconvénients peuvent avoir lieu. Alors, ce que je trouve important dans tout ce discours sur la procréation médicalement assistée, c'est effectivement la remise en question de nos schémas habituels de pensée. On a des automatismes, on a une théorie qui nous sert de statut du commandeur derrière notre siège d'analyste, et cette procréation médicalement assistée fait intervenir dans notre espace psychique des questions qu'il est très créatif et très productif d'oser essayer de mettre à plat et de partager. Parce qu'il me semble que les enfants en question n'ont pas besoin forcément de psychologues, mais la culture en général a besoin que ces histoires soient racontées autrement qu'à travers la biotechnologie et la médicalité, que des films, des livres d'enfants, des séries, ça commence un petit peu à venir, mais c'est encore extrêmement secret, soit ouvert à tous pour qu'il y ait quelque chose de la culture au sens le plus populaire qui puisse s'en saisir et permettre à ceux qui sont nés de ces techniques de se sentir un peu plus des enfants comme les autres. Alors, pour terminer, je voudrais rapporter deux éléments justement d'expérience
qui m'ont été données dans ma pratique. La première, c'est que les parents d'enfants nés de cryocongélation ont eu à plusieurs reprises la possibilité de me dire qu'ils ressentaient leur enfant comme un héros, comme un rescapé de la glaciation, et que leur enfant pouvait avoir des réactions, par exemple au froid ou au rhume, aux angines et aux bronchites, tout ce qui est lié au froid, qui était différente des autres enfants parce qu'il avait déjà eu une expérience de glaciation quand il était zygote. Et donc je trouve que c'est intéressant d'ailleurs à cette occasion de bien voir que la médecine nomme les zygotes du matériel, alors que les parents vont les nommer mon enfant. Et je me souviens d'une maman qui disait qu'elle se souvenait que pendant que son enfant était dans la période cryocongelée, alors qu'il y avait une canicule dehors, en été, elle avait tout le temps le sentiment d'avoir froid. Autrement dit, il y a quelque chose de la capacité d'identification et de proximité de cette mère avec son enfant qui était déjà très très élaboré et qui était d'autant plus compliqué que ce zygote était non pas dans son contenant maternel chaud, mais qu'il était dans un contenant congélateur froid, avec toutes les représentations compliquées que ça peut évoquer. Alors, je me disais que dans le langage populaire, les naissances des enfants ont été très souvent caractérisées par quelque chose que le premier regard du père ou de l'équipe d'obstétriciens qui le fait naître, ou la sage-femme, les premiers regards ou les premières paroles ont prononcées à propos de cet enfant, qui sont parfois des prophéties, qui ont parfois un caractère prophétique assez déterminant pour la suite de la vie de l'enfant, mais ça c'est une autre question. Alors, il est des enfants qui sont nés coiffés, et on dit que c'est un porte-bonheur, hein, un enfant né coiffé. Il est des enfants qui sont nés avec une dent. Il paraît que Napoléon est né avec une dent et que ça a déterminé sa fulgurante carrière. Il est des enfants qui naissent en dormant. Et c'est le signe pour l'équipe et pour les mamans d'une grande sérénité, d'une grande tranquillité. Il y a des enfants qui naissent effectivement aussi très toniques, bien réveillés et qui le font savoir. Alors moi, il me semble qu'on va pouvoir ajouter à ce catalogue sémantique qui caractérise le début de l'histoire de l'enfant aussi le fait qu'il y a des enfants qui naissent réchauffés et que nous pouvons nous réchauffer avec eux, et le travail de pensée sur la procréation médicalement assistée et la cryocongélation en particulier pourrait participer de ce réchauffement. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. Nous nous reverrons sur le site des éditions du Martin Pêcheur et j'en suis absolument ravie. Merci, à bientôt. Au revoir.